De la fantaisie, de l'histoire, du fantastique, c'est ce dont je vous propose de parler maintenant avec un auteur, Sébastien Morgan, et de son livre La Flèche cite, un livre que je vous recommande tout particulièrement. Bonjour Sébastien. Bonjour Xavier. Alors, avant d'évoquer ce roman dont je ne taris pas d'éloges tellement j'ai été happé par ce récit à la fois fantastique et historique, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu à votre parcours. On va l'entendre tout de suite. Il y a un petit accent. Cela veut dire que vous nous venez de Belgique. Avant de commencer à écrire votre parcours, est-ce que l'écriture a toujours fait partie de votre vie ou comment avez-vous découvert l'écriture? Alors, l'écriture a toujours fait partie de ma vie, hein. Dans la famille, en réalité, mon grand-père était journaliste, journaliste assez réputé en Belgique, et mon père était lui aussi journaliste et en plus auteur de bande dessinée. Et donc, j'ai toujours baigné quelque part dans cette écriture et dans le fait de raconter des histoires, dans le fait de se plonger finalement dans les contes, dans la mythologie et dans l'histoire, quoi. Et comment on passe le pas? Est-ce que vous avez suivi des études en vue d'écrire des livres ou pas du tout? C'est un hobby que vous avez à côté et vous avez, entre guillemets, un vrai métier? Alors, j'ai, entre guillemets, un vrai métier, puisque je suis enseignant à Bruxelles. Et oui, en réalité, j'ai suivi des études qu'on peut qualifier de littéraires, en fait, hein. J'ai un master en histoire de l'art et archéologie. Mais ces études, outre le fait qu'elles étaient intéressantes pour elles-mêmes, je les ai faites aussi pour nourrir quelque part, ou pour asseoir, si vous voulez, mon imaginaire, euh, l'enraciner quelque part dans quelque chose d'historique et de réel, et puis pour pouvoir après, évidemment, m'étendre vers des choses plus imaginaires, quoi. Vous auriez pu écrire des romans juste historiques et dans La Fléchite, vous avez voulu en plus ajouter une dose de fantastique, de fantasy. La fantasy, c'est quelque chose que vous lisez depuis longtemps? Je lis de la fantaisie, oui, j'ai envie de dire depuis toujours, même si c'est un peu impensif de dire ça, mais c'est vrai que j'ai baigné dedans. En fait, mon père, dans les années 70, avait été un des premiers à faire un reportage sur un hobby qui démarrait à ce moment-là en Angleterre, à savoir le jeu de rôle, et plus particulièrement Donjons Dragons. Et donc, il était revenu à la maison avec toute une série de livres qui, moi, enfant, m'avaient tout de suite émerveillé, même si je comprenais rien, ni du jeu, ni de la langue, puisque je lisais même pas à ce moment-là. Hein, je devais avoir, je sais pas, moi, 5-6 ans, quelque chose comme ça. Mais on voyait ces grandes couvertures avec des chevaliers, avec des dragons, avec tout cet univers merveilleux et tout cet imaginaire finalement qui nous vient du Moyen-Âge et de l'Antiquité. Et voilà, donc j'ai vraiment plongé dedans, si j'ose dire, tout petit. Voilà. Et donc mélanger l'histoire et la fantasy, c'était quelque chose qui vous semblait logique. Vous auriez Alors, pu inventer un monde et raconter une histoire dans un monde imaginaire, non? Vous l'avez ancré dans l'histoire. alors, je l'ai ancré dans l'histoire. En réalité, ce mélange historique et fantastique, j'ai eu cette idée un jour où, pour l'anecdote, où je me promenais du côté de Brocéliande en Bretagne. Et bon, j'ai été pris sous une drache, hein, oui, vous voyez l'expression typiquement belge, la drache, donc une pluie diluvienne. Et à ce moment-là, en réalité, la terre qui est gorgée d'eau, tout à coup prend une teinte écarlate. Hein. On dirait vraiment que c'est comme s'il y avait du sang qui était dans cette terre et qui tout à coup rejaillissait en surface. Et puis je me suis un peu renseigné et je suis tombé sur cette légende qui explique qu'en réalité, des fées habitaient dans le lac à Brocéliande. Et puis, une des fées était tombée amoureuse d'un chevalier humain, ce qui n'avait pas eu l'heure de plaire à sa sœur, qui avait fait mourir le chevalier en l'empoisonnant. Par vengeance, la belle éplorée a décapité dans leur sommeil les fées, ses sœurs malfaisantes, et c'est le sang de ces sœurs qui ressort parfois, reteinte la terre. En réalité, la terre, si la terre devient rouge quand il pleut, c'est parce qu'elle est très chargée en oxydation.
Et donc je me suis amusé dans mon esprit, comme jeu d'esprit, à comparer un peu ces deux explications. D'une part, l'explication scientifique, réelle, et puis d'autre part, l'explication mythique, on va dire. Et je me suis demandé, est-ce que ces gens croyaient vraiment à cette légende? Je veux dire, est-ce que dans leur esprit, dans leur tête, c'était vraiment l'explication? Ou bien est-ce qu'il y a toujours, évidemment, une petite distance? Et je crois, je peux me tromper, mais je pense que cette vision de la Terre qui devient rouge à cause du sang des fées assassinées, eh bien, cette vision-là, elle est quelque part, elle devait être vue, non pas comme une explication, comme on peut dire aujourd'hui l'explication scientifique, c'est ceci, A plus B, mais comme une espèce de sublimation de la réalité, une sublimation poétique, si vous voulez, mythopoétique, aurait dit Tolkien, qui justement permet de voir la réalité, de la percevoir, non pas avec les yeux tout à fait de la raison, mais avec un regard un peu poétique, avec un regard un peu, oui, mythopoétique, comme s'il y avait une réalité poétique sous-jacente à chaque chose. Et c'était un peu ça que j'avais envie de transmettre dans ce récit, dans cette histoire, en essayant quelque part de me mettre à la place de ces gens qui vivaient dans l'Antiquité et qui finalement percevaient cette réalité, mais avec toujours un fond sous-jacent, un arrière-monde merveilleux. Et donc ce voyage en Brocéliande vous a donné l'idée d'écrire La Oui, Flèche Site. tout à fait, ouais. Alors Voilà. on va parler de ce roman qui raconte l'histoire d'un Scythe, hein, un peuple qui a été, on va dire, asservi par Rome. On se retrouve en pleine période mythique romaine et avec ces guerriers, il se retrouve à la tête d'un escadron un peu d'éclaireurs de l'armée romaine et il est envoyé pour tuer quelqu'un et de là va découler toute une suite d'événements qui vont le suivre pendant plusieurs années puisque au tout début on voit qu'il y a un enfant et on l'aperçoit grandir dans la deuxième partie du roman. Comment on écrit un roman pour qu'il soit ancré dans l'histoire? Est-ce que vous avez fait des recherches autour de cette période romaine pour être le plus fidèle possible à l'époque et à l'histoire? Voilà, tout à fait. Donc, j'ai procédé en deux temps, en fait. D'abord, j'ai fait des recherches historiques assez poussées, tant sur l'époque que sur le mode de vie de l'époque, que sur la mentalité des différents protagonistes, parce que il est évident qu'on ne pense pas de la même manière si on est un patricien romain, imbu de lui-même, et en même temps très très fier de venir d'une république et puis d'un empire qui est la force la plus puissante au monde à cette époque-là. Et on ne pense pas de la même manière si on est cette personne-là ou si on est un auxiliaire eh bien, venant d'un peuple qui, bon gré mal gré, effectivement, a été asservi par la puissance impériale. Et donc je me suis un peu mis dans la peau de chacun de ces personnages, essayer de voir comment ils pouvaient penser à l'époque, et puis aussi, bien sûr, sur le factuel, je me suis fort renseigné. Donc ça a été le premier temps de l'histoire. Deuxième temps, eh bien, me mettre dans la mythologie de l'époque, hein, justement, voir quelles étaient les légendes des différents peuples, comment est-ce qu'ils percevaient le monde, et puis essayer de faire un mariage des deux, quoi. Et c'est un mariage surprenant et très réussi parce que quand on entend parler de créatures mythologiques, on s'y attend pas en fait. On s'attend à un roman d'histoire. Voilà, on est à l'époque des Romains avec tout ce qui gravite autour. Et puis la dose de fantasy est justement dosée pour rajouter ce petit côté de frisson avec de la magie, avec ces créatures mythologiques qu'on aperçoit un moment dans le roman. C'était dur de pas trop en mettre et de respecter l'histoire. Oui, le dosage était vraiment difficile à trouver parce que je ne voulais pas que ça fasse d'une part un peu, comment dirais-je, un roman un peu grand guignol, quoi, hein. Il est facile de tomber quand on va trop dans le fantastique. Il est facile de tomber sur des choses vraiment trop colorées ou trop qui finalement nuisent au mystère. En fait, je voulais maintenir une certaine dose de mystère, c'est-à-dire que ce fantastique qui est présent et qui existe, mais quelque part reste une étrangeté au sein même des protagonistes et au sein même des gens qui vivent l'histoire. C'était ça mon propos, c'était vraiment de trouver le juste dosage entre les deux, quoi.
Et puis c'est pas comme si on avait déjà pas entendu l'histoire des Romains et du roi Arthur ou déjà Merlin et la magie. Et là, tomber sur une sorcière, c'est pas très incongru en fait. Voilà, exactement, tout à fait. Mais je pense qu'effectivement, à l'époque, ça faisait un peu partie du quotidien de ces peuples, hein. Finalement, la sorcellerie, bah, dans les peuples germaniques ou celtiques, c'était quelque chose de tout à fait, on va pas dire de banal, parce qu'il y a toujours effectivement ce côté où il y a un petit peu de crainte, parce que c'est celui qui est en contact avec l'autre monde, avec ce qu'il y a de l'autre côté du miroir. Mais néanmoins, c'était quelque chose qui faisait tout à fait partie de leur quotidien et de leur univers, en tout cas. Et puis il y a quelque chose qui est sous-jacent et que on peut ne pas remarquer tout de suite, mais l'envie de ce guerrier scythe d'appartenir à cet empire romain et de tout faire pour être reconnu en fait. On peut presque le transposer à notre époque avec ces gens qui sont soit migrants, soit issus des anciennes colonies et qui veulent faire tout pour participer à une culture et à un pays. Tout à fait. Je vous remercie de poser la question et de l'avoir remarqué. C'était aussi sous-jacent à mon propos. En fait, dans l'Empire romain, l'important n'était pas la race, entre guillemets, ou les origines ethniques ou la couleur de peau, ce qui, dans cet empire, n'avait aucune importance. En réalité, ce qui avait de l'importance, c'était la citoyenneté romaine. Mais en réalité, si cette citoyenneté romaine était la chose la plus importante et transcendait toute notion d'appartenance ethnique, en réalité, la problématique avec notre époque d'aujourd'hui est exactement la même. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à des gens qui voudraient être tout à fait, faire partie et être considérés comme partie intégrante d'une société et qui malheureusement ne le sont pas parce qu'il y a des préjugés, parce qu'il y a du rejet, parce qu'il y a de l'ethnocentrisme ou dans le cas de Rome, il y a cette espèce de prestige à être citoyen romain, fils de citoyen romain, etc. Et tous les nouveaux venus, eh bien, quelque part, sont rejetés. Et donc c'était un peu cette situation inconfortable que vit ce personnage, mais qui peut tout à fait être transposée à la situation malheureusement de rejet par rapport aux personnes migrantes ici à notre époque. Alors il y a plusieurs histoires qui se recoupent dans ce livre, ce guerrier scythe, mais aussi son fils, et puis à travers ces deux personnages, les généraux romains qui luttent pour une guerre de pouvoir, hein, comme si on s'apercevait que de tout temps en fait les hommes se battent pour savoir qui va être le chef de qui. Il y a une suite à ce roman. Est-ce que vous pouvez déjà nous en toucher deux mots? Ou pas, parce qu'en fait il faut garder un petit secret. La fin est très surprenante de ce premier tome. Voilà, donc je resterai le plus discret possible sur cette suite pour ne pas dévoiler la fin du premier. Elle est terminée, donc elle est en cours de retravail et de relecture, donc j'espère qu'elle sortira de toute façon cette année. C'est une auto-édition, ce premier ouvrage. Comment ça se passe, ce système d'auto-édition? Alors ce système d'auto-édition est pas mal parce que finalement il permet de donner à l'auteur toutes les rênes de son livre, hein, finalement, de le faire vivre comme il l'entend, depuis la mise en page jusqu'à l'élaboration de la couverture, jusqu'à évidemment les personnes qui sont contactées après pour communiquer la sortie du livre et éventuellement en avoir des critiques, etc. Donc moi je trouve que c'est un très bon système qui prend de plus en plus d'ampleur d'ailleurs, mais parce que évidemment je pense que c'est inévitable, parce que de plus en plus de gens ont envie d'écrire. Alors est-ce qu'il faudra analyser ce phénomène de société? Je pense que Internet n'est pas étranger à ça. Internet est un outil fabuleux qui ouvre des perspectives, tant au niveau de l'écriture, mais au niveau de la création en général. Tout le monde, finalement, a envie de se faire artiste. Et de la diffusion aussi. Et de la diffusion, tout à fait. Et donc, du coup, c'est très bien, parce que ça laisse une grande place à la créativité de chacun. Et je pense que les maisons d'édition, finalement, ne suivent plus. Moi, j'ai reçu pas mal de retours, parce que j'avais envoyé mon roman
notamment à certaines maisons d'édition, qui me disaient, écoutez, c'est un très bon livre, mais en fait, on doit faire des choix tout à fait cornéliens. On en reçoit 10 par semaine et on en publie un par mois, quoi. Donc nous, on ne suit plus et on est obligé parfois de privilégier des auteurs qui sont déjà connus plutôt que des nouveaux auteurs, même si ce sont de bons livres, quoi. Et donc, je pense que ce système d'auto-publication, d'auto-édition, finalement, donne l'opportunité à chacun de se publier et de se faire connaître. Mais évidemment, il y a le revers de la pièce, c'est que les démarches, évidemment, pour se faire connaître, les démarches de communication, c'est presque un métier en soi, hein, donc ça prend évidemment énormément de temps. Et est-ce que le travail d'écriture s'en trouve également impacté? C'est-à-dire que du coup, vous pouvez travailler un peu à la vitesse où vous voulez. C'est pas une commande, une maison d'édition qui vous dit, bah voilà, on aimerait un livre, t'as 3 mois pour l'écrire. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, au niveau aussi de son planning de travail, on est plus libre. Alors là aussi, on pourrait dire, oui, mais comme on n'a pas l'aiguillon, on pourrait être tenté de faire traîner les choses. Donc ça, c'est à chacun finalement de se gérer, quoi. Donc c'est à chacun de trouver son rythme, de s'imposer, même presque, j'allais dire, un rythme, parce que si finalement on travaille pas un peu tous les jours son histoire, on en perd vite le fil et on en perd vite quelque part, j'ai envie de dire, le feu sacré, quoi, hein. Il faut vraiment maintenir ce désir, il faut maintenir ce travail et voilà, et cette pression maintenue, finalement, dans le cadre de l'auto-édition, n'appartient que à la personne qui écrit, quoi. Il n'y a pas de facteur extérieur pour la provoquer. Est-ce que le 2e tome sera le dernier tome de la série ou est-ce que c'est une série qui est vouée à parcourir l'histoire, pourquoi pas, en plusieurs tomes? Oui, il y aura d'autres tomes après, voire même une série parallèle, on va dire, avec des personnages qui se recoupent, et voilà. Donc il y aura beaucoup de choses qui arrivent. Alors j'en profite pour signaler que vous tenez aussi un blog autour, une page Facebook autour des merveilles. Vous pouvez nous en toucher 2 mots? Voilà, donc c'est en fait la page, c'est une page qui est dédiée, puisque le titre du cycle finalement, hein, donc le titre du roman c'est La Flèche du Sith, mais le cycle ça s'inscrit dans des chroniques merveilleuses, avec cette idée finalement comme je vous expliquais, de mythopoésie et de merveilleux dans la perception du monde, que ce soit dans la mythologie, dans les contes, dans les légendes. Et donc sur cette page, outre le fait de mettre des nouvelles ayant trait à mon roman ou à ma série, je me fais aussi l'écho de découvertes fabuleuses qui ont lieu un peu tous les jours dans le domaine de l'archéologie ou de l'histoire, mais aussi, pourquoi pas, de légendes ou de légendes urbaines, parce qu'aujourd'hui, finalement, la mythologie existe toujours, sauf qu'elle prend d'autres formes, hein. Ce sont toutes les légendes, j'ai envie de dire, les légendes urbaines qu'on retrouve beaucoup sur Internet et qui sont comme ça relayées un peu par le bouche à oreille ou par le clic. Et voilà, donc je pense qu'on est un peu dans la même démarche et dans la même dynamique. Et je me fais un peu l'écho de tout ça sur cette page Facebook. Une page Facebook que je vous invite à suivre pour le plaisir de lire et le plaisir de découvrir. Le roman s'appelle La Flèche Sith, Sith S-C-Y-T-H-E, comme le peuple scythe. L'auteur n'est autre que Sébastien Morgan. N'hésitez pas à aller faire des recherches. C'est de l'auto-édition, donc j'imagine qu'on est obligé de passer par vous pour l'acheter ou il est diffusé sur des sites internet? Oui, il est diffusé sur des sites internet. On le trouve à la fois sur Amazon en version papier ou en version Kindle. Et on le retrouve aussi sur Kobo, donc qui est le site de la Fnac, où il y a moyen de le commander aussi en version électronique. Merci beaucoup Sébastien Morgan, très bonne continuation. Je vous rappelle que vous êtes l'auteur de La Flèche Sith, ce roman à la fois historique et fantastique que je vous recommande fortement. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée.